Tac. Bien, alors, dans l'invitation, petit disclaimer, j'ai dit qu'il s'agissait de parler d'une démarche ou d'une méthode de coaching agile. En fait, l'origine ou le fond de ma réflexion, c'était c'est quoi notre métier ou notre rôle ou notre responsabilité en tant que coach agile. Donc ça se traduit, ou en tout cas je l'ai traduit sous forme à la fois d'une réflexion sur c'est quoi le métier ou le rôle de coach agile, ensuite d'une démarche de comment est-ce qu'on peut faire du coaching agile, et en troisième partie sur du coup si on veut développer des compétences de coach agile, à quoi on doit s'intéresser ou qu'est-ce qu'il est pertinent de développer comme compétences. D'accord. Très rapidement, déjà pour introduire ou évacuer le sujet du mot coach, puisque j'en avais déjà discuté, je me souviens, avec Rémi. J'ai eu moi-même pendant un moment un espèce de complexe avec le mot coach, puisque je suis pas un coach professionnel accrédité par l'ICF, supervisé, etc. Donc est-ce que j'avais le droit de me dire coach agile? Euh, alors, déjà, on peut reconsidérer que, ok, il y a des écoles de coaching et des fédérations de coachs, mais globalement, c'est quand même un mot du vocabulaire courant. Et en plus, le coaching en tant que métier d'accompagnement professionnel, c'est quand même né du coaching sportif, Tim Galway, et globalement, le coaching agile, qui en tant que terme est né aux États-Unis, est né dans une acceptation qui était plutôt celle du coaching sportif, ou en tout cas de l'entraîneur à faire de l'agilité. Et effectivement, si je prends la définition assez générique du Larousse, il fait référence à l'entraînement d'un sportif, mais également, globalement, à l'accompagnement d'une personne ou d'une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets. Bon, on a légitimement le droit quand même d'utiliser le mot coach. Mais c'est un peu une échappatoire, et donc j'ai continué d'être pas très à l'aise jusqu'à ce que je tombe sur une masterclass de Vincent Lénart sur le coaching professionnel, et dans lequel il déclarait notamment ceci, qui était le coaching, c'est une aide apportée donc à une personne, une équipe, une organisation par un coach ou une équipe de coach, qui, par cet accompagnement, aide les acteurs à trouver ou à construire leurs propres solutions. Je l'ai lu explicitement ce que j'avais écrit, et j'ai même mis en gras une partie, je vous passe la suite de la citation, parce que pour moi ça a été un déclic. Je me suis dit, oui, du coup on peut revendiquer ça, parce que ce qu'on fait c'est bien, où ça peut bien être effectivement du coaching, un accompagnement qui aide les acteurs à trouver ou à construire leurs propres solutions, et en même temps, l'accompagnement à l'agilité, ça peut ne pas être ça. Et pour moi, la ligne de crête de est-ce qu'on fait du good ou pas est à peu près la même que est-ce qu'on fait du coaching ou pas. C'est-à-dire que si je suis en train effectivement de déployer massivement un modèle organisationnel dit agile, en le plaquant sur les équipes, un truc qui marche ailleurs, je ne suis pas en train de faire du coaching. Et il se trouve que par ailleurs, à mon avis, mais je vais y revenir après, je ne suis pas non plus en train de faire du good. Et c'est cette conjonction des deux qui m'a fait, qui est à l'origine de cette réflexion et de cette présentation, qui était de dire effectivement comment est-ce que nous on fait réellement, à la limite, enfin quand je dis nous on fait, j'interdis à personne d'autre de faire. Mais je m'en fous un peu si les autres font de la boucherie, du moment qu'au moins nous on fait quelque chose de propre. Et donc, comment est-ce que nous, dans notre approche du coaching agile, on est bien dans une logique où on aide nos clients à trouver ou à construire leurs propres solutions d'agilité.
Alors du coup, dans coach agile, il y a coach et agile, et je me suis dit, du coup, c'est quoi leur propre solution qu'on doit les aider à trouver, et comment est-ce que je concilie euh, ça avec le fait qu'un coach agile, c'est quand même quelqu'un qui a une expertise de l'agilité, c'est pas juste un coach professionnel. Et nos clients, ils ont effectivement une demande à laquelle j'ai été confronté plusieurs fois, qui était de dire moi, j'y connais rien à l'agilité et donc j'ai quand même besoin que vous me disiez quoi faire. Alors, comment est-ce que je concilie cette idée de leur dire quoi faire et en même temps de les aider à trouver leur propre solution? Eh bien, pour moi, je l'ai formulé comme ça. L'enjeu pour nous, c'est à la fois donc de laisser le client ou de le remettre en pleine responsabilité de ses choix et en même temps de lui faire bénéficier de notre expertise et de notre expérience. Et les deux se rejoignent justement parce que l'agilité est souvent pour eux un sujet nouveau, complexe, touffu, difficile à comprendre et que si on les laisse faire leur propre choix sans l'éclairage de l'expertise et de l'apport d'un coach agile, eh bien, il est en fausse responsabilité. On lui dit c'est ton choix, c'est toi le client, c'est toi qui décides. Mais on le met en posture de décider en n'ayant pas les moyens de prendre une décision responsable parce qu'il n'identifie pas les conséquences, les options, le coût de ce qu'il est en train de faire. Mais inversement, si on est en train de décider à sa place ce qui est bon, on le déresponsabilise. Et donc, notre job à nous et la ligne de crête, elle va être justement de l'aider à prendre ses décisions, mais en pleine responsabilité parce qu'on a éclairé le champ des possibles, parce qu'on a éclairé ses choix. Et par ailleurs, la deuxième chose, c'est que notre responsabilité, c'est aussi de les aider à mettre en œuvre ces choix et à aller au bout de ces conséquences, parce que si en fait il n'a pas les moyens de concrétiser les décisions ou les solutions qui lui paraissent les plus adaptées à ses enjeux et à sa situation, il n'a pas les moyens de prendre la décision. Il prend une fausse décision parce qu'il a une décision contrainte par ses capacités. La troisième chose, ou le troisième élément clé de cette logique-là pour moi, c'est en revanche de rester très vigilant pour rester bien dans une logique de coaching, de rester très vigilant à ce que l'ensemble de l'aide qu'on apporte aux clients et que ce soit de l'information. Je suis passé un peu vite sur la citation de Vincent Lénart, mais il explique que dans sa mission d'accompagnement, le coach, il peut tout à fait amener du conseil, de la pédagogie, de la formation, etc., mais en restant toujours au service du désir et des enjeux du client. Eh bien, nous, c'est exactement ça. Le danger dans lequel moi je suis parfois tombé dans des missions de coaching agile quand j'avais un peu moins d'expérience, c'était à un moment de me saisir d'une commande du client et commande en tout cas que moi je choisissais d'interpréter comme étant on veut être full agile, mais d'outrepasser en fait le vrai désir du client en ne questionnant pas ce qu'il y avait derrière cette demande, en ne questionnant pas ce qu'il voulait réellement, jusqu'où il était prêt à aller, et en prenant le mors aux dents et en voulant l'emmener plus loin que là où il était prêt à aller. Sylvie, tu avais une question? Oui, en fait, je vois là le SVP, tu sais, le S, c'est éclairer le choix du client pour l'amener à être sachant. Le V, c'est les enjeux qu'il a choisis, donc il veut, c'est lui qui veut. Et le pouvant, c'est l'aider à mettre en œuvre, justement, voir qu'il a les moyens et tout ça. Oui, tout à fait. Et parfois, alors sur le voulant, eh bien parfois on va être confronté à un client qui a un désir qui n'est pas le nôtre. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire, mais il pourrait faire beaucoup mieux, il pourrait aller plus loin, je vois le potentiel, ce que Vincent Lénart appelle, il voit le prince derrière le crapaud, mais il faut qu'on soit capable de respecter cette décision du client, et peut-être que quand il aura fait un bout de chemin, il aura envie d'aller plus loin, mais pour l'instant, il veut pas aller plus loin que ça. Si nous, on n'est pas OK avec ça, parce qu'on n'est pas aligné avec cette démarche, si pour l'instant, lui, en fait, il veut pas réellement être agile, full agile, il veut simplement
améliorer la qualité de son produit, eh bien, si on est OK, on l'accompagne dans le fait de tirer parti des logiques d'agilité pour améliorer la qualité de son produit et pas plus loin que ça. Si on n'est pas OK avec ça, parce que pour nous, ça n'irait pas sans le fait que, j'en sais rien, les gens ils leur fassent entièrement confiance, eh bien à ce moment-là, on refuse la mission et c'est notre responsabilité à nous qui n'est pas tromperie et à un moment de ne pas faire le cheval de Troie et d'injecter dans la commande du client des choses qui sont nos désirs à nous et pas les siens. Alors ça c'était la partie introductive. Je disais tout à l'heure il y avait 3 parties. La première qui était de dire finalement c'est quoi faire du coaching agile. C'était ma clarification. Pour moi c'est quoi faire du coaching agile. Et aussi c'est qu'une fois que j'ai eu cette clarification, je me suis dit ok concrètement comment est-ce que je traduis ça dans une démarche. Comment est-ce que j'agis avec mon client. Alors j'ai assemblé un certain nombre de sources à partir de là qui me paraissaient assez intéressantes, en tout cas qui moi m'ont nourri. Euh, euh, en tête, d'abord historiquement, en tête, le bouquin qui m'a le plus inspiré, c'est le Humble Consulting de Edgar Schein, qui qui modélise ou qui met en exemple au travers d'un certain nombre de pastilles, de cas, une démarche qui est la sienne, mais qui est extrêmement proche de ce que finalement j'ai formalisé derrière. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait sortir la demande du client, comment on crée une alliance avec lui, comment est-ce qu'on cherche ensemble ce qui va pouvoir lui être utile et comment on va construire avec lui ces solutions. Je mets à côté un bouquin qui est une préquelle, on va dire, qui est beaucoup plus ancien que le Humble Consulting, mais qui a été récemment traduit en français, ce qui est une ressource précieuse, et qui s'appelle Aider, c'était Helping à l'origine, et qui était le bouquin par lequel j'avais découvert Edgar Schein grâce à la facilitation. Je me suis formé à la facilitation. Une des premières choses, des références qu'on m'a pointées pour travailler sur l'alliance avec le client, c'était Edgar Schein avec ce bouquin. Le deuxième livre qui m'a énormément inspiré, je l'ai fait lire à Rémi notamment, c'est le Toyota Kata qui décrit la façon dont les managers de Toyota transmettent la culture et le mode de pensée de Toyota. Et ce qui est un élément critique au cœur de notre métier, puisque beaucoup plus que des solutions organisationnelles, si on veut aider nos clients à tirer parti de l'agilité, ce qu'il faut qu'on leur apprenne à faire, c'est à regarder leur organisation et leurs problèmes avec un œil différent. Et ce livre est remarquable à cet égard, avec la façon dont les managers amènent leurs fournisseurs ou les nouveaux employés de Toyota à acquérir la culture d'amélioration continue, à voir le flux avec les yeux du client, à raisonner valeur. C'est une source d'inspiration assez constante. Le troisième bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est Flawless Consulting de Peter Block, qui est un bouquin assez unique parce que c'est pratiquement le seul que j'ai trouvé d'assez intelligent et bien écrit quand j'ai cherché des bouquins sur comment est-ce qu'on fait des missions de conseil. Et comment est-ce qu'on professionnalise le métier du conseil. Et ce bouquin est assez remarquable. Il reprend, alors il est écrit dans une logique assez tradie du conseil, contractualisation, cadrage de la mission, prise de connaissances, recueil de données, analyse, diagnostic, plan d'action, mise en œuvre, capitalisation. En revanche, j'ai tiré de ce bouquin le concept que j'évoquais un petit peu en creux avant et que je vais réévoquer à chaque fois après, qui est celui de la co-responsabilité, qui est de dire pour qu'une mission de conseil produise son effet, il faut effectivement qu'elle soit
la réunion de ce qui est l'apport du consultant, c'est-à-dire son expertise, son regard extérieur, mais également que ça soit une co-construction du client ou de l'organisation cible. Il évoque très bien le fait que dans une posture de conseil ou de mission de consulting, on peut avoir des fausses missions de conseil dans lesquelles finalement le client se décharge du sujet sur le consultant en disant ben, réorganisez-moi ça. Et en fait, le client ne prend pas la responsabilité des enjeux et par avance défausse ce que va faire le consultant fondamentalement. Et on voit ça très bien dans les explications de Malharevich sur la manière dont on peut utiliser le consultant pour ne rien changer. À l'inverse, on peut avoir des missions, comme on en voit beaucoup, qui sont en fait pas des missions de conseil, qui sont des missions de petites mains et de délégation, et où c'est le client qui prend 100% la responsabilité de ce qui est fait et utilise le consultant comme un tâcheron. Peter Block explique bien que la vraie mission de conseil, elle se situe dans une relation constante de co-responsabilité, co-responsabilité de la définition du périmètre de la mission, co-responsabilité du diagnostic, co-responsabilité des choix des actions, co-responsabilité de la mise en œuvre, co-responsabilité du bilan et de la capitalisation qui en est faite. Et j'ai beaucoup repris cette idée dans ce que j'ai modélisé derrière. Je pense que c'est une notion extrêmement importante pour justement faire bénéficier nos clients de notre expertise de l'agilité et en même temps effectivement leur permettre dans une relation de coaching agile de construire leurs solutions et celles qui vont être durables parce qu'ils en ont assumé la responsabilité jusqu'au bout. Et puis ensuite j'ai exploré différents bouquins qui en fait traduisent aussi différentes écoles de coaching, depuis l'école coaching au service de la performance, c'est l'école historique. Sir John Whitmore, c'est le fondateur de l'ICF. C'est le gars qui s'est au départ formé avec Tim Gallwey sur le coaching sportif et qui a eu l'idée de transposer ça dans le monde de l'entreprise et qui ensuite a développé et formalisé, modélisé le métier de coach professionnel. À l'autre extrémité, vous avez le bouquin de Robert Dills sur la PNL, qui est fondé sur une approche, c'est ce qu'on va retrouver chez Repère par exemple. Et puis entre les deux, vous avez l'approche systémique paradoxale de Malharevich et le bouquin de François Délivré qui est un peu le manuel opératoire de base de comment je contractualise, comment est-ce que je mène un entretien, etc., qu'on retrouve dans la plupart des écoles de coaching. Au départ, j'avais mis cette slide à la fin comme référence pour aller plus loin, mais j'ai trouvé que ça pouvait être utile aussi de montrer d'où je pars et que ce que je vais vous présenter ensuite, en fait, je n'ai absolument rien inventé, donc vous allez être très déçus, c'est extrêmement banal. J'ai simplement repris ce que l'on faisait déjà quand j'avais l'impression qu'on le faisait bien et que j'ai mis en lien avec ce que j'ai tiré de ces différents bouquins. Et à ce stade, c'est encore très préliminaire parce que j'ai beaucoup de travail à faire pour finir de documenter et d'écrire ça. Et un des objectifs de cette présentation, c'est aussi de recruter des co-auteurs pour continuer à formaliser, modéliser quelque chose qu'on peut transmettre d'abord à l'ensemble des Goudiens et ensuite éventuellement à nos clients, parce que je pense qu'une bonne façon d'avoir un impact sur l'agilité et sur nos clients, c'est finalement d'apprendre le coaching agile à un maximum de gens, mais du coaching agile qualitatif. Ah, alors si je clique sur les liens vers Amazon, c'est pas bon, il faut que je clique dans le blanc. Du coup, à partir de toutes ces idées-là, effectivement, j'ai essayé de modéliser une démarche et avec une réflexion de départ qui est bête comme chou et j'espère qu'elle va vous paraître complètement triviale, mais qui était de dire il faut appliquer l'agilité à la transformation agile. C'est un poncif, on l'a dit déjà 200 000 fois, mais le sous-jacent, c'est quand même cette idée que finalement, une transformation agile, c'est
on l'évoquait tout à l'heure, d'abord une transformation des modes de pensée et qui, quand elle va au bout, est forcément une transformation culturelle de l'organisation, une transformation culturelle d'une organisation humaine, c'est nécessairement de toute évidence un projet complexe qui ne peut pas être piloté comme un truc qu'on déploie en cycle en V où on a fait un target operating model et ensuite on a un plan de déploiement équipe par équipe. On va avoir des effets de bord, que ce soit des effets de bord humains ou des effets de bord business, organisationnels. Du coup, si on se dit qu'il faut appliquer l'agilité à la conduite de la transformation agile, ça veut dire qu'il faut partir de la valeur. Et la valeur, c'est quoi? C'est toujours les effets business. Quand je dis business, c'est entreprise que l'on recherche. Ça ne peut pas, on ne peut pas, à mon sens, cadrer une transformation agile par des objectifs d'agilité. Ça n'a juste aucun sens, sinon on construit un système qui tourne sur lui-même et qui risque de virer au dogmatisme. Donc le point de départ va toujours être la question de pourquoi est-ce qu'on veut aller mettre de l'agilité dans ce système? Qu'est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on veut gagner en mobilisation des collaborateurs? Est-ce qu'on veut gagner en visibilité sur l'état du système? Est-ce qu'on veut gagner en time to market? Est-ce qu'on veut gagner en fidélisation des clients, en capacité d'innovation? J'en sais rien, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous en connaissez autant que moi, il y a des centaines de raisons entreprises qui peuvent amener à vouloir se dire tiens, peut-être que l'agilité pourrait nous aider. Mais si on part de l'idée que la solution c'est l'agile, à ce moment-là, on a déjà perdu d'avance. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a du coup identifié ce qui fait valeur, si on applique l'agilité, ça veut dire qu'on va avancer par hypothèse et co-construire des trucs avec les gens auxquels ça s'adresse, les itérer, tester, voir si ça marche. D'accord? Donc, ce que j'ai essayé de modéliser, je l'ai modélisé dans le cadre d'une transfo de DSI, qui est celui qu'on rencontre le plus souvent, mais fondamentalement, je crois que ça s'applique à n'importe lequel de nos interventions de transformation, et que quand on fait une transformation managériale, si on fait de l'agilité non-IT, si on fait de l'accompagnement d'une boîte qui veut développer l'empowerment ou l'innovation, la démarche est exactement la même et tout le méta-processus est exactement le même, même si les sujets d'expertise, et j'aurai l'occasion d'y revenir, sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, très logiquement, je me suis dit, ok, si je veux appliquer l'agilité à la transformation, je vais mener le projet de transformation comme un Scrum, et donc je vais faire des sprints de coaching agile, exactement comme je fais des sprints de construction de ma solution logicielle. À ceci près que je suis dans une relation d'accompagnement et je l'évoquais tout à l'heure avec Peter Block, il me paraît fondamental de mener cette relation dans une relation de co-responsabilité et Gersheim explique très bien que ça veut dire construire une alliance et un niveau de relation, ce qu'il appelle une relation de niveau 2, une relation qui a un certain niveau d'authenticité ou d'ouverture qui va permettre aux clients de travailler ou de partager un certain nombre de sujets. Là aussi, je reviens sur Peter Block sur le Flawless Consulting. Il explique très bien que dans une mission de consulting, il y a en permanence deux plans à manager. Le contenu de la mission, ce sur quoi on travaille avec le client, et la relation entre l'accompagnant et le client. Et pour pouvoir parler de la relation avec le client, il faut avoir travaillé effectivement sur cette alliance. Donc dans le cadrage d'un accompagnement et dans le démarrage d'une transformation, on va avoir 3 temps, me semble-t-il, et qui peuvent être entremêlés. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas au clair sur ces 3 enjeux-là, il ne faut pas qu'on démarre les actions réellement. On va avoir un travail de clarification des enjeux et des mandats, justement pour remonter de la demande explicite à la vraie demande, et notamment clarifier les mandats, c'est-à-dire notamment auprès de qui je peux intervenir, jusqu'où je peux aller,
qu'est-ce qu'on va pouvoir décider et où, si mon demandeur n'est pas le top manager, quel est son propre mandat ou quel est son champ à lui d'innovation, d'expertise, de changement, de qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est en travaillant là-dessus qu'on va pouvoir aussi d'abord délimiter le terrain, mais aussi expliciter et clarifier finalement ce qu'on cherche à faire et éventuellement faire surfacer les contradictions entre la demande explicite, l'enjeu sous-jacent qui apparaît et le périmètre qui est donné. Typiquement, je veux travailler sur le time to market, mais on reste au périmètre de l'équipe de fabrication. Du coup, on peut pas du tout travailler sur la phase amont et le choix des... Ça pose question. On est déjà en train en soi de faire du coaching agile, mais on n'est pas en train de faire de l'intervention sur l'organisation. Dans le cours de cette phase, on va également du coup nouer une alliance. Et là, j'ai pas du tout travaillé la formalisation de comment on le fait, mais en revanche, c'est extrêmement bien décrit dans le bouquin d'Edgar Schein, qui doit passer à peu près un quart ou un tiers de son bouquin à expliquer comment, effectivement, par du questionnement et aussi du dévoilement, eh bien, je crée progressivement de l'authenticité dans la relation. Peter Block en parle également beaucoup de comment je vais m'autoriser à formuler au client les contradictions que je perçois dans sa demande, les inconforts dans lesquels ça me met, tout en restant toujours très respectueux de ses contraintes, de sa demande, mais en autorisant par mon propre dévoilement la possibilité pour lui de parler, de sortir d'une relation client-fournisseur et de parler de choses un peu plus vraies, et quitte du coup à reclarifier les enjeux et à décider ensemble qu'on va avoir un périmètre et un enjeu qu'on va avoir choisi qui sera finalement moins ambitieux que ce qu'il voulait, mais qui va être sur le chemin de ce qui l'intéresse et qui, pour le coup, est atteignable dans le cadre de ses propres mandats ou de ses propres libertés dans son organisation. Et puis, je disais qu'on veut piloter par la valeur, on ne ferait pas quelque chose de très cohérent avec ce qu'on vend dans l'agilité si on se dotait pas de moyens de mesurer qu'on progresse en direction de ce qu'on veut améliorer. Donc si on veut améliorer le time to market, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer le temps de cycle de nos produits en time to market, comment est-ce qu'on va vérifier que ça s'annule? Parce que ça va être ça notre premier indicateur pour aller changer les choses. Ça va être d'aller regarder par exemple la chaîne de valeur et voir où est-ce qu'on a des goulets d'étranglement sur le time to market. Si on veut améliorer la motivation des collaborateurs, sur quelle base on va investiguer et déterminer ce qu'il faut changer pour améliorer la motivation des collaborateurs. Si on veut être plus innovant, à quoi on va voir qu'on est plus innovant? Il y a tout ce travail qui a besoin d'être fait, et là encore, je trouve pas le mot, mais c'est réentrant, c'est-à-dire qu'en travaillant sur l'évaluation des indicateurs, le choix des indicateurs et l'évaluation de leur valeur de départ, eh bien, on va évidemment questionner également les intentions qu'il y a derrière, et est-ce que c'est ça qui répond ou pas. Je précise au passage que parfois l'indicateur est un proxy de l'enjeu. Il va falloir qu'on se mette d'accord avec le client sur finalement qu'est-ce qu'on mesure qui est l'enjeu. Si je prends l'exemple de Amnesty International, un des enjeux de l'agilité, c'était d'augmenter à la fois la transparence, ou en tout cas l'information des gens sur les projets, d'améliorer les relations au sein des équipes projets. Il y en avait 4, je ne me rappelle plus des autres. Bon, mais du coup, on a choisi avec le client des indicateurs qui étaient par exemple de sonder à la fin de chaque cycle du projet toutes les parties prenantes en leur demandant s'ils avaient le sentiment d'avoir le bon niveau d'information sur le projet. Et on a considéré que c'était une variable proxy suffisante pour dire est-ce qu'on a amélioré la communication sur les projets. D'accord.
À partir de là, on a fait un cadrage, on a identifié un périmètre, un enjeu. Au lieu de on va avoir quelque chose qui ressemble à une démarche de consulting assez classique parce que euh, on n'arrive pas en plaquant une solution. Donc on va partir de l'état de l'organisation. Ça veut dire qu'il faut à un moment passer par une phase de diagnostic. Il me manque un mot, je ne sais pas pourquoi, il manque co-diagnostic, mais il va apparaître à un moment ou un autre. Quelqu'un me parle dans le chat. Oui, on est à la moitié de la presse, hein, c'est bien ça. Alors ici j'ai mis le modèle de la requête, je vais en reparler juste après. Suivant la nature de la mission, on pourra utiliser différents modèles. Disons que le modèle de la requête est un modèle de diagnostic, et ici c'est le représentant de n'importe quel modèle de diagnostic. C'est-à-dire que pour poser un diagnostic, il va falloir quand même qu'on partage une grille de lecture de l'état du système avec le client. Et je parlais de co-diagnostic parce que ça me semble évident si on veut rester en co-responsabilité et faire effectivement du coaching agile, qu'on ne peut pas nous arriver de l'extérieur et juger de l'état du système. D'autant que nos coachés, nos clients, sont 10 fois plus experts que nous dans la réalité de leur organisation. Donc la question, c'est beaucoup plus que notre expertise à nous, c'est de leur amener éventuellement une grille de lecture qui leur permet de regarder leur propre organisation avec un œil neuf et donc de prendre conscience de choses qui étaient présentes, qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient peut-être pas mis en lien et qui ne permettaient pas du coup de passer à l'action. De ce co-diagnostic, on va identifier également du coup des pistes. J'ai mis chantier d'amélioration sous une forme un peu de backlog si on raisonne avec un vocabulaire agile. Mais Edgar Schein, lui, il parle de effectivement pistes de changement et hypothèses de choses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses. D'accord? Et c'est tout aussi agile comme façon de le dire. À partir de là, je parlais de sprint de coaching. Il me semble super important, justement, pour pouvoir évaluer ce qu'on fait, voir si ça produit ses effets et réajuster, de découper le temps. Et dans les missions qui ont bien marché versus celles qui ont moins bien marché, j'ai le sentiment que ce qu'on retrouve pratiquement tout le temps, c'est cette capacité à séquencer la transformation et à avancer par paliers. D'ailleurs, un des outils pour ça, ça peut être une forme de modèle de maturité. Mon expérience, c'est que la cadence qui marchait assez bien, c'est 3-4 mois, mais en fait, c'est très pifométrique et j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme la durée des sprints dans Scrum, c'est-à-dire assez long pour avoir le temps de faire des changements significatifs, assez court pour pouvoir réajuster le tir plusieurs fois et pouvoir attendre la prochaine fois pour changer, pas être parti dans un effet tunnel hyper coûteux. Ces sprints de 3-4 mois, eh bien, il me semble fondamental, et là c'est un point qu'on ne pratique pas ou pas suffisamment, que j'ai commencé du coup à mettre en œuvre à la CNAM, et je confirme que c'est très utile, de recontractualiser un objectif de sprint et de dire, eh bien, à ce stade, pour l'instant, la première étape, c'est déjà d'être capable de livrer. Ou déjà, à ce stade, la première étape, c'est de clarifier la vision et les priorités du projet et la fonction de valeur. Et d'aligner l'ensemble des acteurs du projet sur ce qu'on cherche à faire et comment on va mesurer la valeur. Et une fois que ça c'est clair, que ça a été clarifié avec le commanditaire et l'équipe, eh bien, plein de choses peuvent se passer. D'une part, ça sécurise le commanditaire. Il n'a pas lâché un coach dans la nature qui est en train de faire ce qu'il veut. On vérifie, nous, qu'on est bien aligné avec les enjeux du client. On a été parti d'un grand enjeu qui était, je sais pas quoi, améliorer time to market. Et on a clarifié un diagnostic, identifié une première étape, et il sait, du coup, à quoi on est en train de travailler.
Et du coup, ça va autonomiser et l'équipe qui est accompagnée ou l'organisation qui est accompagnée, parce que du coup, on va pouvoir travailler ensemble et le coach va pouvoir jouer son rôle de coach de proximité sur le terrain, à dire, pour l'instant, on a besoin de clarifier la vision, ou on a besoin d'être capable de livrer. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on va, en tant que coach ou en tant qu'équipe de coach, pouvoir identifier un certain nombre d'interventions pour progresser vers ça, qui vont être très concrètement animer, faciliter des ateliers, coacher des gens en un pour les aider à changer de posture ou à accepter des choses, former les gens pour amener des modèles. Et donc là, on va retrouver aussi toute l'expertise et le métier et le savoir-faire du coach agile. Il me semble qu'il ne faut pas oublier en parallèle de ça de faire des points de suivi, notamment avec les parties prenantes, parce qu'un contrat de coaching, il peut être multipartite. On est très souvent dans ce genre de mission dans du coaching prescrit, c'est-à-dire qu'on a un commanditaire qui a dit je veux que vous coachiez cette organisation pour améliorer le time to market. Du coup, on va avoir en fait en partie prenante à ce contrat ou à cet accompagnement aussi bien le commanditaire qui avait ses envies, que l'équipe qu'on accompagne, que éventuellement le manager de l'équipe et puis le coach lui-même. Je reviendrai tout à l'heure sur la contractualisation où le coach est une partie prenante. Et donc, pour les parties prenantes qui ne sont pas dans le périmètre qu'on est en train d'accompagner, il est important effectivement de rendre visible ce qu'on est en train de faire pour être sûr que, pour éviter de créer des espèces de craintes qui sont de l'ordre du je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec cette équipe, ils vont me foutre le bordel, etc. Faire la pédagogie de notre action, c'est toujours important. Quand on a bouclé la boucle, eh bien on va pouvoir réévaluer par rapport à nos indicateurs initiaux et par rapport à notre objectif, si on a réellement progressé et du coup, dans la bonne logique de ce qu'on fait, travailler sur deux choses. Travailler sur éventuellement l'ajustement de notre intervention, parce que peut-être qu'on est trop présent, peut-être qu'on n'est pas assez présent, peut-être qu'on n'implique pas les bonnes personnes, peut-être que voilà, et malgré tout le travail initial qu'on a pu faire de clarification des enjeux, du mandat, des attentes et d'alliances, etc., mon expérience, c'est aussi qu'à chaque fois, il y a des petites frictions et qu'il faut retravailler. Je reviens tout à l'heure sur ce que je disais à propos de Peter Block, sur le fait que dans toutes les missions d'accompagnement, il y a une couche qui est le contenu de la mission, et donc là c'est la boucle du haut, le travail sur l'organisation, et une couche qui est la relation avec le client, qu'il faut pouvoir ajuster également. Et puis l'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'on ne fait pas du good et on ne fait pas du bon boulot si en fait on aide l'organisation à faire quelque chose, mais qu'elle n'apprend rien et que demain, elle n'est pas capable de retraiter ce genre de problème sans nous. Ce qui me paraît important, c'est effectivement que on solde chacun de ces sprints de coaching par un travail que, à mon avis, on fait pas du tout assez, ou en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression de le faire peu et mal quand je faisais du coaching agile, qui est de travailler à la capitalisation par l'organisation du client de ce qu'on a appris dans ce cycle de coaching, de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont, pas seulement du résultat auquel ils sont arrivés, mais de ce qu'ils ont appris au travers du chemin. Et ce sprint-là, à mon sens, il doit à chaque fois être l'occasion de refaire un point avec le commanditaire, que j'appelle le stop ou encore, qui est de se dire finalement, est-ce qu'on a été assez loin par rapport à l'enjeu qu'on avait initialement? Est-ce qu'on relance un nouveau cycle de coaching? Est-ce que les priorités changent pour qu'on puisse rester en phase avec la stratégie de l'entreprise, avec les besoins, avec les moyens de l'entreprise? Et peut-être que dans une grande entreprise, ça va être à un moment, ok, on a assez gagné dans ce département-là, il vaut mieux qu'on se déporte dans tel autre département. Et où de dire écoutez là je suis désolé mais ça fait 3 sprints que vous accompagnez cette équipe, elle est toujours pas autonome, alors dites-moi, soit vous n'êtes pas le bon coach, soit c'est pas la bonne équipe, ou il y a un truc quoi, mais et c'est pas forcément une conversation très
agréables à entendre, et dans stop ou encore, il y a stop, et on n'a pas forcément, nous, envie que le client dise stop, mais je pense que le meilleur moyen d'avoir des relations extrêmement fructueuses et durables avec nos clients, c'est justement de poser la question très souvent, pour s'assurer que l'engagement renouvelé, c'est toujours quelque chose qui fait sens et qui est tiré par la valeur pour le client. Sur des petites notes que j'ai pas encore intégrées, mais de choses qui me paraissent rester à faire. Donc je vous ai parlé du fait qu'il n'y avait pas que la requête, mais il me semble super important effectivement qu'on partage avec le client un modèle diagnostique. Je prenais l'exemple du thermomètre. Hein. Si nous on mesure la température en Fahrenheit et lui en degrés Celsius, on sera jamais d'accord sur la température. Donc il faut qu'on ait à peu près la même échelle de mesure. Il manque, et je voudrais construire dans le modèle des réponses à un certain nombre de points. Par exemple, ce point-là qui m'avait été relevé par Olivier Lequeux, à qui j'avais fait une présentation très préliminaire de ce modèle. Il me disait, mais parfois, on arrive, le client a une représentation déjà toute faite de ce qu'est le coach agile. Et moi, je me suis arrivé parfois à ne pas être capable de challenger cette vision-là et du coup à m'enfermer dans un truc qui n'est pas du tout ce que moi je voudrais apporter. Et donc, comment, dans la phase de clarification des enjeux et des mandats demain, j'arrive à recaler, à clarifier ce qu'est le coaching agile avec le client. Bon, cette présentation vise en partie à y répondre, mais y a des outils à développer sans doute. Dans les choses à développer, il y a aussi des checklists ou des outils d'auto-évaluation pour pouvoir permettre à chacun d'entre nous de se dire, à ce stade-là, est-ce que je sais faire, est-ce que je sais faire la capitalisation, est-ce que je sais construire l'alliance, est-ce que je sais poser un diagnostic, est-ce que je sais formaliser un contrat de sprint de coaching, etc. Des outils mobilisables dans les différentes phases, des critères de succès, des modèles de documents. Enfin, pour aller plus loin et en faire vraiment une méthode ou une méthodologie ou une démarche good sur laquelle j'ai une ambition assez paradoxale qui est d'être à la fois quelque chose de structuré et en même temps qui reste extrêmement agile, donc on va dire un framework de coaching agile, voilà, si je peux, et peut-être un peu avec l'analogie de Scrum, un framework qui reste assez léger, mais qui est accompagné d'un univers de choses qui ont été développées par les praticiens, dont on peut se saisir, tiens, un atelier de story mapping, tiens, du poker planning, tiens, des formats de rétro, des choses qui permettent de capitaliser sur l'expérience des autres. Et puis dernière chose qui n'apparaît pas et qui est très claire dans ma tête mais qui n'apparaît pas dans le modèle, j'ai pas encore trouvé la façon de le modéliser puisque là j'étais très centré sur la relation qu'on a avec le client, mais si on veut il me semble qu'il y a quelque chose qui est très pernicieux, c'est que quand on rentre dans une relation comme ça avec le client, finalement, et surtout une relation en co-responsabilité, on peut très vite être bourré de biais pour faire plaisir au client, pour rester cohérent avec ce qu'on a dit avant, pour etc. etc. Et il me semble extrêmement important de pouvoir avoir une confrontation avec quelqu'un qui est extérieur à la mission et qui va apporter un regard à un certain nombre de points clés sur est-ce que on est bien resté dans les clous d'un coaching agile dans lequel on apporte notre expertise, mais on est bien au service des enjeux du client, on est bien en co-responsabilité, etc., etc. Donc je ne sais pas encore s'il faut qu'on mette en place un mécanisme de genre de supervision ou d'intervision croisée, mais il me semble nécessaire d'introduire dans le modèle quelque chose de cet ordre-là. Je reprends le cours de la presse et puis je vous rassure, j'espère bientôt fini ou en tout cas sur la fin je vais aller plus vite. Ce que je voudrais faire, donc là ce que je vous présente c'est un work in progress et sur ce que je voudrais faire c'est derrière sur l'ensemble des phases que j'ai identifiées, donc la contractualisation, l'alliance, les indicateurs, le diagnostic, etc. Pouvoir au moins poser quelques jalons
qui permettent effectivement à chacun de se dire, eh bien, voilà ce qui est attendu de moi dans cette période-là. Est-ce que je peux m'auto-évaluer de savoir si je fais bien le boulot de coaching agile dans cette phase-là. Voilà, typiquement sur le contrat qui est un sujet que j'ai travaillé pour les coachs agiles de la CNAM, du coup j'ai réinjecté ici quelque chose que j'avais écrit pour eux, qui était voilà la distinction entre le contrat et la contractualisation. Ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est la contractualisation. Le contrat est en fait un artefact qui force l'explicitation, qui force l'existence du processus de contractualisation et l'explicitation d'un certain nombre de sujets en posant des questions. Et donc, ce qui est important dans la contractualisation, c'est effectivement de lever les malentendus sur les motivations et les finalités, sur les périmètres, sur les attendus de chacun. Dans les attendus de chacun, il y a également d'ailleurs les besoins et les attendus du coach. Hein, j'ai précisé, les parties prenantes au contrat, c'est le coach, le coaché, le prescripteur, le commanditaire, parfois le N+1. Il peut y avoir beaucoup de monde qui a des attentes vis-à-vis de cet accompagnement. Ne pas les identifier, ne pas les reconnaître, les mettre sous le tapis, c'est prendre le risque derrière d'avoir une bosse et de se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, il y a un vrai sujet pour moi de travailler et de muscler notre jeu sur cette partie-là, parce que je crois que c'est là qu'on démine 60% des problèmes des missions de coaching agile, quand on a fait l'explicitation des attendus, et y compris l'explicitation de nos propres attendus et de nos propres besoins. D'avoir accès aux gens, de pouvoir être de pouvoir être co-auteur, que l'autre se mouille dans les trucs, etc. Après, j'ai pris plein de notes, je n'ai pas encore formalisé, mais le bouquin de Peter Block est plein de conseils sur les sujets aussi de comment est-ce que je check que je suis au bon niveau de relation avec mon client en permanence, et comment je nudge, vous savez, dans l'idée de j'influence un peu, et je l'ai testé, ça marche assez bien. Par exemple, je monte un atelier parce qu'on a convenu ensemble que c'était pertinent. Très bien, je fais le mail pour faire l'invitation, etc. Et après, je demande à mon commanditaire d'envoyer le mail. Ce qui l'oblige lui à reprendre la co-responsabilité du truc que j'ai construit, puisque c'est pas moi qui invite tous les gens, c'est lui qui invite les gens à mon atelier que j'ai construit. Il y a plein de petites astuces comme ça qui méritent d'être documentées et pour aider chacun à vivre cette démarche-là. Celle-là, je vais vous la passer très vite. C'est une histoire qui permet d'illustrer comment cette démarche peut se dérouler. Je dois dire que c'est une histoire réelle, fictive. C'est-à-dire que le cas que je raconte là est un cas absolument réel, qui ne s'est pas passé comme ça. Dans les grandes lignes, il s'est passé ça. Il n'empêche que parce que justement j'avais mal identifié les attentes des parties prenantes, et parce que j'avais pris le mors aux dents et que je voulais des choses qui n'étaient pas dans le désir du client, la mission s'est terminée plus tôt que prévu et pas forcément aussi bien que je l'aurais souhaité. Et d'autre part, j'ai accéléré le temps. Et troisièmement, j'ai introduit la requête qui n'existait pas encore à l'époque, mais on avait un modèle de diagnostic qui était un précurseur de ce qui est devenu la requête par la suite, qu'on avait développé en 2011 avec Céline. Mais du coup, on démarre avec des gens qui nous disent, voilà, on a besoin d'aide pour faire du Scrum parce que ça fait 6 mois et ça marche pas. Vous en êtes où? On a presque fini les sprints de spécification, on va attaquer les sprints de développement, mais on a plein de problèmes. Bon, donc déjà on voit que les mecs qui rentrent avec une représentation de l'agilité très particulière, et une des premières choses, du coup, si on raisonne en sprint de coaching, une des premières choses qu'on fait, mais une des erreurs qu'on a fait dans cette mission, c'est que justement on ne contractualisait pas nos phases avec les commanditaires, donc eux ne comprenaient pas ou ne se demandaient pourquoi on se mettait sur tel ou tel sujet
Et qu'est-ce qu'on faisait? Une des premières choses qu'on a fait, nous, ça a été d'essayer de remettre l'église au centre du village et avec un œil qui serait un peu celui de la Roquette, on a traité euh, sur la première phase d'accompagnement un nombre assez limité de sujets. Très très vite, par exemple, un des points de dysfonctionnement qu'on observait, c'est que les gens n'étaient jamais d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et en questionnant le pourquoi ils voulaient faire les choses, on s'est aperçu que finalement les finalités du projet, dans une logique Rocket, la North Star, étaient pas claires du tout. Et du coup, tout un travail d'explicitation qui a nécessité de remonter jusqu'au numéro 2 de la boîte pour avoir quelqu'un qui pouvait trancher entre les hiérarchiques communs de tous les gens qui étaient impliqués dans le projet. Une fois que ça a été très clair, ça a permis non seulement à nous de voir si ça allait bien ou pas, mais en fait d'un seul coup ça a débloqué plein de choses parce que toute l'équipe, une fois qu'elle était au clair sur ce qu'elle cherchait à faire, elle avait plus du tout de problème à clarifier où était la priorité, et notamment parce que une des premières priorités derrière, ça a été de dire comment est-ce qu'on mesure qu'on progresse vers cette valeur. Et ben on s'est rendu compte très vite qu'en fait aujourd'hui il n'avait aucun moyen de mesurer. Et du coup l'enjeu du projet dans son premier lot a été de dire bah tiens, avant même de construire 36 000 trucs, il faut déjà qu'on soit capable de mesurer l'existant pour voir si on améliore ou pas. En l'occurrence, améliorer le taux de churn dans le tunnel d'achat. D'accord ? Or, ils avaient de la data en entrée, trafic sur le site web, de la data en sortie, le nombre de transactions. Entre les deux, pourquoi et à quel endroit on perd 75% des gens, on n'en sait rien et donc on fait au pifomètre. D'accord ? Étape suivante, du coup, pour pouvoir après itérer, il fallait se remettre en capacité de livrer. Et du coup de construire des stratégies techniques parce que finalement ce que ça a mis en évidence très vite c'est que leur architecture technique ne leur permettait pas de livrer. Donc avant même de développer des nouvelles fonctionnalités dans le produit, il fallait se faire des évolutions de l'architecture pour être capable de livrer plus souvent que 2 fois par an parce que là c'était leur contrainte. Et troisième chose qui a été de dire, bon ben ok, on a une équipe de 17 personnes et tout le monde se mêle de tout, comment est-ce qu'on renettoie et comment on remet un peu de la clarté et notamment de retravailler sur l'alignement entre les rôles et les personnes ad hoc pour prendre ces rôles, parce qu'ils avaient fait une distribution de genre l'ancien tech lead il est Scrum Master, ah oui mais juste c'est pas la bonne personne pour faire ça, il en a ni les compétences ni les appétences. Et en travaillant par exemple avec les Moising Motivators, on a pu voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus pertinent pour faire ça et que effectivement l'ancien tech lead il était beaucoup mieux côté produit parce qu'il avait une idée très claire du produit. Voilà. La deuxième étape, une fois qu'on a eu fait ça, ça a été effectivement de pouvoir, dans une logique un peu requête, il a fallu rallumer la roquette, j'allais dire allumer la moquette, et ensuite accélérer. La première chose, ça a été de mesurer la valeur, de rendre les problèmes visibles. Ça a permis de responsabiliser l'équipe sur ses dysfonctionnements, de travailler sur l'amélioration continue, de commencer à rentrer dans le truc. Et là, on avait une vraie équipe qui commençait à faire de l'agile. Et puis derrière ça, on a regardé, nous, les problèmes organisationnels, donc les flux amont, aval, autour de la préparation des demandes où il y avait, on a fait de la VSM pour 5 jours de dev, il y avait 9 mois de temps de cycle au total parce que il y avait des tonnes de circuits d'approbation, des traductions, de la charte graphique, du machin, enfin des trucs insensés en amont, en aval, traduction en 27 langues du moindre libellé. Et puis sur les stratégies de recettes derrière, etc. De travailler sur les managers et derrière ça, d'emmener progressivement l'équipe vers l'autonomie. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire un peu fictive parce que je raconte comme si ça s'était bien passé cette mission et je pense que ça se serait effectivement beaucoup mieux passé si les parties prenantes au projet s'étaient posé la question, si on avait explicité et contractualisé avec eux, pourquoi à ce stade-là, on n'est pas du tout en train de travailler sur le fait de développer des nouvelles features
alors que là, il ne comprenait pas pourquoi on avait mis notre énergie à cet endroit-là. Voilà où j'en suis sur ce que j'imagine être du coup une démarche de coaching avec cet exemple qui est donc fictif mais qui vise à essayer de montrer comment ça peut s'articuler cette idée de cycle de coaching. Pour il nous reste, je suis au bout du temps donc je vais déborder de 2 minutes mais pour juste élargir sur la troisième partie que j'évoquais tout à l'heure, qui est du coup, si on pose que c'est ça le coaching agile et que c'est comme ça qu'on le fait, eh bien du coup, devenir coach ou être coach ou renforcer ses compétences de coach, ça veut dire quoi Bon, ça je passe très rapidement. Il y a une réflexion à faire entre justement ce rôle de coach et du coup derrière ça quelles sont les compétences qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire et du coup comment j'apprends à être capable de faire ça et c'est pas forcément que de la formation. Et par ailleurs derrière ça j'ai évoqué dans les pages suivantes plein d'éléments, d'outils qui peuvent être utiles, mais en fait le sujet d'être un coach c'est pas de maîtriser l'outil, c'est de savoir faire. C'est-à-dire que je prends cet exemple, j'ai besoin si je suis PO, si je prends l'exemple d'un PO, il a besoin de pouvoir prioriser et construire son backlog. S'il sait faire, fine, il a la compétence. S'il sait pas faire, ça peut être utile d'acquérir un outil comme le story mapping, le cost of delay ou autre. Mais c'est pas le fait de maîtriser le story mapping qui fait de lui un bon PO, c'est le fait de savoir construire un backlog priorisé en fonction de la valeur business. D'accord ? Donc, ceci étant posé, travailler ses compétences de coach, le framework qui me paraît hyper pertinent, c'est celui de l'Agile Coaching Institute que je me suis un peu réapproprié, donc il n'est pas présenté exactement de la même façon, mais l'essentiel vient de l'ACI, qui consiste à dire que finalement, du coup, avec ce qu'on vient de voir, le coaching agile se situe dans un aller-retour entre 4 espaces ou dans un entre-deux entre 4 dimensions sur l'axe vertical qui est celui du sujet dont il est question. Eh bien, on va être dans un aller-retour entre ce qui est le champ de l'expertise du coach agile, c'est-à-dire la connaissance de l'agilité, la connaissance théorique des méthodes, des modèles, des grilles, des outils de diagnostic, des choses comme ça, mais aussi son expérience pratique, des prérequis, de ce qui marche pas, de la façon dont on peut tweaker, etc. Mais de l'autre côté, il y a également l'autre champ qui est extrêmement important dans la co-construction du système, qui est le contexte et les enjeux du client et la capacité qu'on a en tant que coach à comprendre le contexte et les enjeux du client et à s'en faire reconnaître et à se faire reconnaître par lui comme étant légitime pour l'aider. Et donc à parler aussi son vocabulaire. Et qui là peut être construite soit sur une grande capacité relationnelle à nouer le contact et à comprendre les enjeux du client alors qu'on ne connaît rien à son métier, soit qui peut être construite aussi sur une expérience préalable qu'on a, une expérience fonctionnelle ou une expérience sectorielle de oui, moi aussi j'ai été manager d'une équipe de dev ou moi aussi j'ai travaillé dans une administration publique et je connais bien le secteur ou moi aussi je connais le métier de la santé. Et de l'autre côté sur l'axe horizontal qui est celui de la relation, donc on a le contenu et la relation entre le coach et son client, eh bien on va dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faire bénéficier le client de notre expertise pour éclairer ses choix et en même temps être tout à fait au service de l'émergence de ses propres solutions, eh bien on va naviguer entre des postures qui sont beaucoup plus celle où on apporte un processus et un cadre de travail qui va faciliter l'émergence et donc on est en posture de facilitateur ou en posture de coaching, ou inversement une posture où on va être plutôt en apport de contenu de notre expérience, de nos connaissances, de notre point de vue parfois extérieur, ou même tout simplement de notre naïveté de je ne comprends pas pourquoi ou je comprends pas
pourquoi vous combinez ça et ça qui me paraissent un peu dissonants, et où on va être parfois en pédagogie de nos contenus ou pédagogie de notre action, et en mentorat et tutorat. Et donc, je peux être plus ou moins fort sur chacun de ces 4 cadrans, et je vais du coup avoir une signature de coaching qui va être un peu différente suivant que je suis très fort en facilitation et moins fort en expertise de l'agilité, ou au contraire très fort en expertise et peut-être pas très bon en pédagogie, donc je vais le faire beaucoup plus par du tutorat, etc. Chacun va trouver sa manière d'arriver à accompagner son client. Toujours est-il que du coup, il me semble qu'il y a un certain nombre de capacités clés. Il y a effectivement, par rapport à cette idée de pouvoir éclairer le champ des possibles du client, il y a cette capacité à reconnaître le champ des possibles qui se construit à la fois dans le contexte du client et dans l'expérience de l'agilité. Il y a les capacités pédagogiques, mais il y a aussi tout le travail sur nouer des relations avec les gens, puisqu'on va être dans les nœuds d'interaction du système. Et je pense que aussi une capacité clé, c'est une capacité à convaincre. On peut parler de charisme ou d'autres. Si on est sur des compétences plus techniques, on va avoir des compétences de facilitateur coach, que ça soit des choses autour de être capable de comprendre de quoi parle le client, jusqu'y compris parler l'anglais, en passant par des compétences techniques de coaching sur l'écoute active, sur le feedback, les modèles de coaching type Solution Focus, Appreciative Inquiry, Grow Score, RPBDC, etc. Des compétences techniques de facilitation ou des compétences techniques, mais là encore, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des connaissances techniques où on peut mobiliser l'énéagramme ou autre, la processcom, l'AT, toutes ces choses-là, les différentes écoles de coaching s'appuient certaines sur l'un, s'appuient certaines sur l'autre, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au PO. Le sujet, c'est est-ce que je suis capable d'interagir, de nouer des relations de travail, de dénouer des conflits avec le client, de parler des problèmes. Si oui, on s'en fout que je connaisse pas ni l'énéagramme, ni la processcom, ni l'AT. Si je suis en difficulté là-dessus, peut-être qu'un de ces modèles va pouvoir me béquiller ou m'aider à être un peu plus à l'aise et à être plus confortable. De la même façon, sur l'agilité, il y a plein de sujets qui peuvent être utiles pour accompagner les clients. Je dis sur l'agilité. En tant qu'expert du contenu, effectivement, il y a des choses où c'est utile de les connaître, d'avoir l'escalier du management, de savoir animer les groupes de formation, de connaître SAFe, mais de connaître aussi les autres frameworks agiles, ou de savoir en parler, de savoir faire la pédagogie, du machin, etc. Globalement, du coup, pour conclure, et c'était la dernière slide, puisque outre c'est quoi notre métier, ce que j'avais abordé dans cette dernière partie, c'était effectivement comment est-ce qu'on peut renforcer nos compétences. Je pense que il faut qu'on développe tous ensemble quelque chose qui va permettre à chaque coach agile de construire son projet professionnel, c'est-à-dire d'identifier le type de rôle et de coaching ou la façon dont il peut le faire, que ce soit dans le sujet des clients qu'il accompagne, les problématiques, les natures de mission ou les champs d'expertise qu'il apporte, d'identifier ce qui fait sens pour lui compte tenu de son sweet spot, qui a de la valeur sur le marché, qui fait sens pour la personne et qui est pas trop loin de ses compétences, et ensuite, du coup, d'utiliser ça pour renforcer ses compétences. Et renforcer ses compétences, c'est pas que suivre des formations, c'est tirer parti de situations d'apprenance qui peuvent être effectivement produire un contenu, qui peuvent être mentorer quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais ça me permet de consolider mes compétences sur le sujet, qui peut être au contraire de faire du shadowing de quelqu'un qui est plus capé que moi, qui peut être de me former, mais qui peut être aussi de prendre des missions dans un champ qui sont un peu en dehors de ma zone de confort pour renforcer un des cadrans que je maîtrise pas complètement. Et avec ça, j'ai complètement fini tout ce que j'avais écrit pour l'instant de ce que j'avais cogité.